Oui. Salut les rêveurs, alors aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo un peu spéciale. Cette vidéo fait suite à de très nombreuses questions qu'on a reçues sur Instagram et sur YouTube concernant le matériel que l'on utilise pour réaliser nos vidéos. Je vous ai d'abord tous répondu un à un en privé en vous renvoyant vers différentes ressources sur YouTube. Mais au fur et à mesure des questions, j'ai compris que vous ressentiez exactement la même chose que moi il y a 1 an et demi quand j'ai décidé de me reconvertir dans la vidéo. À savoir que justement ces ressources sont très bonnes mais que la technique vous étouffe et que le prix du matériel vous frustre tout simplement. Moi c'est pareil, quand j'ai démarré je pensais sincèrement que je ne pourrais pas faire de bonnes vidéos sans ce boîtier réflexe ou hybride à 3000 €, sans ce filtre ND à 500 €. Et je vous l'avoue très sincèrement, à un moment donné dans ma reconversion, j'ai vraiment été comme bloqué par ces pensées-là. Alors avant même de commencer, je veux dire à tous ceux qui pensent ça et à tous ceux qui se posent ces questions, et parce que moi aussi je suis passé par là, je veux vous répondre que c'est justement totalement faux. Et qu'il est tout à fait possible de se faire plaisir et de faire plaisir aux autres avec un matériel qui correspond à vos besoins pour réaliser vos idées. Et c'est justement ce que je vais essayer de faire aujourd'hui. Je vais me servir de mon humble expérience pour vous aider à lâcher prise, à sauter le pas, en vous orientant certes vers du matériel, mais aussi et surtout vers des principes, ceux que j'ai justement appelés les 6 essentiels, qui vous permettront de réaliser de manière optimale vos premières vidéos de voyage, vos premiers vlogs ou même des plans fixes très simples comme on est en train de faire actuellement. Alors c'est parti les rêveurs, je vais maintenant vous présenter mes 6 essentiels. Numéro 1 de ces essentiels, c'est donc le son. Le son, c'est définitivement aussi important que l'image, voire plus. L'œil peut se familiariser en fait avec une image de mauvaise qualité. Par contre, le son, c'est pas possible du tout. L'oreille repousse les sons saturés, les sons éloignés, les sons étouffés, les bruits parasites. Et ça, c'est vraiment rédhibitoire pour les vidéos. Il est donc indispensable de vous munir d'un micro externe à plugger sur votre boîtier ou sur votre smartphone. Ça marche aussi, hein. Et ce pour la quasi-totalité de toutes vos captations, parce que dites-vous bien que le micro interne d'un boîtier n'est pas du tout fait pour ça et est souvent de très mauvaise qualité. Alors pourquoi le son d'abord? Par exemple, dans le cadre d'un vlog, vous êtes en train de vous filmer, le son va définitivement prendre le dessus sur l'image, puisqu'en grande partie sur l'image ce sera votre tête. Le son est donc hyper important. Ou par exemple dans une configuration comme celle-ci, là par exemple si je débranche le micro, là normalement vous allez me dire oui mais moi je veux juste faire des vidéos de voyage, ce que je veux c'est faire des plans séquences de paysages, le son finalement ça m'intéresse pas. À ça je vais vous répondre oui jusqu'au jour où pour X ou Y raison vous allez changer d'avis et ce serait dommage de ne pas pouvoir faire évoluer votre matériel. Imaginez par exemple vous êtes comme là, vous êtes en pleine forêt, vous vous promenez le long d'un ruisseau, vous entendez les oiseaux tout autour de vous et là bim c'est le déclic. Vous vous dites que le son serait bien plus important pour retranscrire cet instant, malheureusement vous avez que le micro interne de votre matériel et clairement ça ne retranscrira pas du tout ce que vous avez ni entendu ni ressenti. Pareil que vous êtes en déplacement, en week-end, en voyage, peu importe, vous rencontrez quelqu'un de passionnant avec qui vous parlez et là clairement vous avez envie d'enregistrer son histoire pour la partager à votre famille, à vos amis ou à votre communauté. Manque de peau, bim, vous n'avez pas de micro. Vous enregistrez tout ça avec le micro interne de votre boîtier et là très franchement pour en avoir écouté des interviews ou des entretiens sans micro externe, c'est vraiment pas agréable du tout. Faut vraiment pas faire ça. Maintenant que le principe du son est posé, je vais vous parler du micro qu'on utilise. Il s'agit du Vidéo Micro Compact de chez Rode qui est fourni directement avec un pare-vent, ce qui est vraiment un plus. C'est un micro directionnel, ça veut dire qu'il se concentre sur le son qui est directement devant votre caméra. Ça en fait donc vraiment un outil ultra intuitif parce qu'il vous suffit de pointer votre caméra et vous saurez directement là où vous prenez le son. Et si dans la majorité des cas vous faites des plans fixes comme ce que je fais aujourd'hui ou si vous avez des besoins plus récurrents par exemple pour des interviews ou des entretiens avec des gens, vous pouvez aussi utiliser ce qu'on appelle un micro-cravate et je vais vous montrer d'ailleurs tout de suite la différence que ça fait au niveau du son. Alors là vous vous rendez compte, le son est vraiment très bon et quelle que soit la position que j'aurai, le son ne changera pas. Le seul inconvénient du micro-cravate c'est ça, c'est le frottement. Là c'est vraiment... Pourquoi j'ai choisi de commencer par le son? Tout simplement pour vous inciter à ne pas sous-estimer le potentiel créatif du son justement. C'est lui qui raconte l'histoire, c'est aussi lui qui fait passer les émotions et c'est lui qui dicte en partie la narration de votre vidéo au moment du montage. Sans même vous parler de la musique parce que ça c'est un sujet qui mérite une vidéo entière, mais juste rajouter le chant d'un oiseau, le craquement d'une feuille, les bruits de pas de la personne que vous êtes en train de filmer, ça peut faire toute la différence et apporter un peu de profondeur à votre vidéo tout simplement. Le numéro 2 de cette liste d'essentiels, c'est sans surprise l'image. Pas besoin de vous ruiner avec un boîtier hors de prix, ni d'acheter un grand angle, ni d'acheter un zoom surpuissant. Tout dépendra encore une fois de vos besoins, des sujets que vous voulez mettre en lumière et de votre cible. Ce qu'il vous faut au minimum, et ça c'est sans équivoque par contre, c'est un boîtier de type hybride. Pourquoi? Parce qu'à terme, il vous permettra de plugger différentes optiques et de faire évoluer votre qualité d'image dans le temps. En gros, aujourd'hui pour moi, pour démarrer la vidéo, il est clairement possible de trouver de bons boîtiers hybrides entre 600 et 1000 €. Et pour illustrer ça, je vais prendre en exemple le boîtier avec lequel je suis en train de shooter depuis le début, c'est le Panasonic Lumix DMC G80 ou G85 ici au Canada, qui est aujourd'hui, et j'ai vérifié ce matin, à seulement 839 €. C'est clairement pas un boîtier haut de gamme, mais je vais vous expliquer pourquoi je l'ai choisi à l'époque, pourquoi il remplit selon moi aujourd'hui tous les critères d'un bon boîtier pour démarrer la vidéo et pourquoi je le recommande donc encore aujourd'hui. Les différents critères que je vais évoquer juste après, ce sera vraiment des critères qu'il faudra intégrer dans votre recherche de boîtier si jamais vous voulez vous tourner vers une autre marque que Panasonic par exemple. Premièrement, il est doté d'un stabilisateur interne ultra performant, ce qui permet clairement, si toutes les conditions sont réunies, c'est-à-dire s'il n'y a
a pas des rafales de vent à 70 km/h dehors, de pouvoir faire des très beaux plans avec 2-3 astuces dont je vais vous parler juste après, sans même utiliser un stabilisateur externe. Le deuxième critère qui est pour moi indispensable lorsque l'on veut faire de la vidéo de voyage, c'est d'avoir un appareil qui propose au moins de shooter à 50 images par seconde. 50 images par seconde, ça vous permettra déjà en post-prod, en fonction de la façon bien sûr dont vous prenez vos images, de faire de très beaux ralentis, ce qui est vraiment un plus indéniable lorsque l'on fait de la vidéo de voyage ou de destination, où on veut par exemple amener un petit peu des moments de contemplation. C'est vraiment intéressant. Troisième critère qui est pour moi aussi très intéressant, il permet donc de shooter en Full HD mais aussi en 4K. Alors la 4K c'est pas quelque chose que j'utilise parce que simplement jusqu'à il y a très peu, par exemple YouTube ne prenait même pas en compte la 4K, et deuxièmement ça prend énormément de place sur les cartes mémoire. Si vous voulez vraiment monter en gamme et en qualité, là oui, allez-y, foncez, faites de la 4K. Quatrième critère qui est pour moi aussi très intéressant quand on fait de la vidéo de voyage, c'est que le boîtier est entièrement tropicalisé. Ça enlève mine de rien quelques moments de stress au début d'une averse ou au début d'une grosse tempête de neige par exemple. Et enfin le dernier critère qui est vraiment à prendre en compte lors de l'achat de votre boîtier hybride, c'est l'objectif qui est vendu avec, ce qu'on appelle l'objectif de kit. Au début vous n'aurez pas forcément ni l'envie ni les moyens de vous offrir un bon objectif, c'est pourquoi l'objectif qui est vendu avec le boîtier est très important. Le G80 il est vendu avec un objectif 12-60 par exemple, ce qui est quand même déjà très bien. J'en veux pour preuve que je m'en suis servi quand même pendant un an. Oui, j'ai eu de vraies frustrations, notamment au niveau du zoom. N'imaginez pas aller prendre en photo des animaux sauvages en vous approchant d'eux de moins de 20 mètres, clairement pas. Mais clairement, ça reste un très bon outil. Et puis démarrer avec ce type d'objectif qui a des contraintes et des limites, ça va vous permettre d'aller chercher des solutions, de vous mettre dans de bonnes positions pour prendre les plans dont vous avez besoin et de développer voilà comme ça un peu votre patte et votre façon de filmer. Franchement, si je devais retourner en arrière et que dès le début j'avais un très gros budget pour m'acheter du gros matos, je pense que je recommencerai avec la même chose, parce que si je filme aujourd'hui cette façon-là, c'est parce que pendant un an j'ai dû travailler avec ce type de contraintes. Pour finaliser cette partie, je vais juste vous toucher deux mots sur la GoPro. On l'utilise uniquement pour des scènes d'action ou des moments pendant lesquels ce serait risqué d'utiliser le boîtier. C'est une GoPro Hero toute simple, et la qualité de ce modèle qui est aussi son principal défaut, c'est son boîtier étanche qui permet du coup de filmer sous l'eau. Par contre, on pourrait pas faire de vidéo avec du son, avec ça, c'est mort. On passe maintenant au numéro 3 et on va parler de stockage. Là clairement on touche un point sensible qui m'a rendu dingue pendant un bon moment. Qui n'a pas tremblé à l'idée de voir ce fameux carte pleine quand on est en plein shooting, ou encore le fameux petit bip qui annonce la fin de la batterie. Pour éviter ça, j'ai pas de recette miracle, il faut juste en avoir plusieurs exemplaires. Alors vous pouvez très bien vous dire que oui mais c'est bon, une batterie ça va, je peux la recharger le soir et tout. Ok, ça dépendra de votre utilisation et surtout encore une fois de vos besoins. Ceci dit, si jusqu'à maintenant vous faisiez surtout de la photo et que vous avez envie de vous mettre à la vidéo, dites-vous que la vidéo est extrêmement énergivore. D'autant plus si votre envie et votre vocation c'est de faire des vidéos pendant des voyages, des road trips, des expéditions, on n'a pas toujours une prise de courant à disposition. Et croyez-nous, pour l'avoir fait pendant très longtemps, courir les Tim Hortons sur les routes du Canada pour recharger ses batteries pendant 2 heures, c'est tout sauf un bon moment à passer. Alors si vous pouvez vous le permettre, et ce n'est que mon conseil, achetez-vous au moins 3 batteries pour chaque appareil et chaque boîtier que vous utiliserez. Pour les cartes mémoire, vous pouvez prendre exactement tout ce que je vous ai dit. Pour les batteries, c'est exactement la même chose. À une seule chose près, c'est que les cartes mémoire sont facilement endommageables. Là c'est simple, encore une fois, faites comme vous pouvez, mais soyez généreux autant que possible et offrez-vous un set de cartes mémoire assez conséquent. Des cartes mémoire micro SD, donc avec adaptateur, ce qui vous permettront de pouvoir les charger dans plein d'appareils différents, notamment les GoPro et les drones qui fonctionnent avec des micro SD. Pour la capacité, je vous recommande de prendre des cartes mémoire de 64 Go. Pas besoin de prendre plus, ce sera largement suffisant et ça vous permettra en plus de ne pas accumuler trop de données sur un seul et même support. La dernière chose dont je voudrais vous parler concernant le stockage, c'est qu'à la fin de votre journée, même si vous êtes au bout du rouleau parce que vous avez fait 20 km de marche en rando ou dans une ville, peu importe, quand vous retournez à votre van, quand vous retournez à votre Airbnb, votre location, votre chalet, peu importe, vous allumez votre laptop et vous y transférez toutes les images que vous avez réalisées dans la journée. C'est absolument obligatoire. Et je vous parle de ça encore une fois en connaissance de cause, parce que les fausses manips du matin, quand tu pars un peu à l'arrache, parce que tu t'es levé une demi-heure trop tard et que t'as pas vraiment le temps de préparer ton matos, tu allumes ton boîtier, tu commences à sélectionner quelques trucs pour faire un peu de place, et là c'est la fausse manip, t'effaces tout et t'as pas de backup. Et parce que la vigilance est de rigueur quand on fait de la vidéo, vous allez aussi me faire le plaisir de faire en plus une sauvegarde sur un disque dur externe. Et à cet instant, vous aurez donc 3 sauvegardes et c'est vraiment le minimum, encore une fois. Numéro 4, on va maintenant parler de la stabilisation. Ce qui va faire basculer vos premières vidéos d'un format dit amateur à un format plus professionnel, ce sera la qualité de vos plans et ça passe en grande partie par la stabilisation. Mais là aussi, encore une fois, et je ne vais pas déroger à la règle, il n'est pas nécessairement obligatoire de passer tout de suite à la caisse. On en revient toujours à la même chose, la stabilisation qu'il vous faut, c'est celle qui correspond à vos besoins. Et pour ça, je voudrais justement vous parler de 3 manières pour stabiliser vos vidéos. La première manière, l'outil essentiel selon moi qu'il vous faut pour démarrer vos premières vidéos, ce sera un trépied. Ce que je vous conseille d'acheter, c'est ce type de produit.
C'est un GorillaPod 3K, ça coûte une centaine d'euros. Avec les bons adaptateurs, vous pourrez plugger votre smartphone, votre boîtier appareil photo, votre GoPro, etc. Il se tord dans tous les sens, vous pouvez l'accrocher absolument partout. Une fois qu'il est replié, vous pouvez le mettre facilement dans votre sac ou sur le bord de votre sac à dos. C'est vraiment parfait. Pourquoi un trépied et pas tout de suite un stabilisateur gyroscopique? Tout simplement parce que la meilleure manière d'avoir des plans stabilisés quand on démarre la vidéo, c'est de faire des plans fixes. J'en prends d'ailleurs pour exemple la toute première vidéo qu'on a réalisée sur notre premier road trip au Canada en 2017. J'étais vraiment très frustré de ne pas pouvoir faire de travelling ni de mouvement de caméra un peu spécifique. Mais de là, je me suis fait les crocs, j'ai trouvé des solutions et je me suis vachement rabattu sur le plan fixe. Plan que j'ai d'ailleurs délaissé au profit du mouvement. Mais c'est une erreur qu'il faut que je corrige parce que selon moi, le plan fixe apporte une dimension contemplative dans une vidéo de voyage qui n'est absolument pas à négliger et qui peut avoir une très bonne plus-value sur un montage final. Le petit plus du GorillaPod, je vais vous le montrer tout de suite. Si vous n'avez pas les moyens ni l'envie de vous acheter tout de suite un objectif grand angle, que vous avez l'intention d'insérer dans vos vidéos de voyage des phases de vlog, dites-vous bien que le GorillaPod pourra en plus vous servir d'extension de bras, ce qui vous évitera d'avoir votre tête en gros plan et sûrement floue comme ici. Ensuite, si vous voulez vraiment avoir des plans en mouvement un peu comme ceux qu'on peut faire avec un stabilisateur gyroscopique, il existe différentes astuces qui vous permettront de reproduire ces fameux travelling ou ces fameux plans un peu smooth. Il existe aujourd'hui sur YouTube de très nombreuses ressources qui traitent justement de ce sujet, mais je vais quand même vous en montrer quelques-unes dont je me suis moi-même déjà servi. La première astuce, elle est simple, servez-vous de la sangle de votre appareil photo, passez-la autour de votre cou et tendez vos bras avec le boîtier. De là, vous aurez donc 3 points de contact, ce sera donc beaucoup plus stable qu'avec seulement vos deux mains. La deuxième astuce, elle se fait aussi avec la sangle, mais elle est juste un tout petit peu plus compliquée. Il vous suffit simplement de la prendre dans votre main, de faire une boucle, de la passer autour de votre objectif, et ensuite avec vos deux mains, vous équilibrez le tout de façon à ce que le boîtier soit parallèle au sol. De là, avec ce principe, vous pourrez vraiment démarrer à faire de beaux travelling latéraux, mais ça c'est seulement à condition que vos mouvements soient fluides. Soyez tel un chat et déplacez-vous à pas feutrer. La dernière astuce dont je vais vous toucher deux mots, c'est la technique du torchon. Ça, c'est très pratique pour faire des mouvements de caméra avant ou arrière sur une surface plane comme un banc, une table, un muret. En fonction des situations, ça peut vraiment vous servir. Donc, n'hésitez pas à avoir un linge avec vous pour faire glisser votre caméra. Et si vous voulez upgrader votre matériel et augmenter la qualité de vos vidéos, il vous faudra acheter un stabilisateur externe. Et pour ma part, je vous conseille d'utiliser ce qu'on appelle un stabilisateur gyroscopique. Alors, pourquoi un stabilisateur gyroscopique? Tout simplement parce que c'est très facile à prendre en main, c'est intuitif, ce n'est pas du tout encombrant. Une fois démonté, vous pouvez le mettre dans votre sac à dos et surtout c'est parce que selon moi c'est vraiment le meilleur outil pour faire de très beaux plans pour des vidéos de voyage sans aucun doute. Avec un peu d'entraînement et un peu de créativité, vous arriverez très rapidement à avoir de très beaux travelling et des beaux plans stabilisés. Et aussi d'avoir des plans stabilisés, ça vous permettra surtout de pouvoir faire de très beaux ralentis. Je ne vais pas rentrer dans les détails de l'utilisation dans cette vidéo, mais très franchement, si vous pouvez vous le permettre, n'hésitez pas, foncez, vous ne le regretterez certainement pas. J'ai eu celui-ci pendant un an, c'est le Zhiyun Crane M. C'est un très bon produit d'entrée. Il est dédié donc au smartphone, aux caméras d'action et aux petits hybrides. Pourquoi seulement les petits hybrides? C'est tout simplement parce que les moteurs et la nacelle ne supportent pas un poids supérieur à 650 grammes. Vous l'aurez compris, c'est donc un super produit si votre combo boîtier, objectif et micro ne fait pas plus de 650 grammes. Et oui, je dis bien micro parce que maintenant vous savez qu'il vous en faut un absolument. Clairement, le stabilisateur, il a changé ma vie. Je pourrais vraiment plus m'en passer aujourd'hui. C'est tellement ludique, ça permet de faire plein de choses, ça stimule la créativité vraiment en fonction des endroits, en fonction des obstacles, en fonction de l'environnement dans lequel vous êtes. Ça va vraiment vous forcer et vous pousser à faire des plans que vous auriez pas fait sans, c'est sûr. On passe maintenant au numéro 5 qui sera donc le transport. Ça paraît con ou évident, c'est selon, mais acheter un sac dédié à votre matériel vidéo, ça fera vraiment passer votre pratique d'un état à un autre. Même avec le peu de recul que j'ai aujourd'hui, pour moi, c'est clairement un outil essentiel. Pendant un an, j'ai utilisé le sac à dos que j'avais pour mes petites randonnées, mais j'en ai très vite vu les limites et j'ai surtout vu le stress en fait que ça générait chez moi et surtout en fait l'appréhension que j'avais, par exemple, si je voyais un sujet qu'il fallait que je change assez rapidement d'objectif, etc. Ça devenait compliqué, surtout quand on commence à avoir un setup assez conséquent. On n'a pas envie que son matériel soit un peu rangé n'importe quoi. Alors j'ai commencé à faire des recherches et j'ai jeté mon dévolu très rapidement sur un sac de chez Peak Design. Et le modèle de sac qui m'a plu en fait c'est celui-ci, c'est le Everyday Backpack 50 litres. Je l'ai magasiné sur le web, donc nécessairement j'ai quand même été séduit à la base par son esthétique. Mais après avoir regardé pas mal de vidéos et pas mal d'avis sur le sujet, j'ai très vite été convaincu par sa technique aussi. Je vais pas vous faire une présentation détaillée du produit parce que c'est pas le sujet de la vidéo, mais je vais quand même vous parler des 3 points que j'ai vraiment très appréciés. La première chose c'est l'ouverture. Alors il y a deux écoles pour les ouvertures. Il y a l'ouverture dorsale ou ventrale, donc c'est-à-dire une ouverture qui se fait un peu comme une valise, ou alors l'ouverture latérale. Aujourd'hui je penche clairement pour l'ouverture latérale pour des raisons de praticité et notamment pour faire ce geste-ci qui ne t'oblige pas à enlever ton sac et à le poser par terre pour trouver une nouvelle batterie ou changer d'objectif assez rapidement. La deuxième chose c'est qu'il y a des compartiments absolument partout. On a donc des intercalaires modulables qu'on peut déplacer avec des scratchs. Sur les poches latérales on a d'innombrables poches dans lesquelles on peut ranger les batteries, les câblages, les disques durs externes, les cartes mémoire, etc. Il y a même aussi une poche dorsale entièrement étanche dans laquelle on peut mettre le laptop, une tablette, un carnet de dessin, un carnet de notes, etc. Et la dernière chose qui m'a clairement fait adopter ce sac, et c'est vraiment une des choses aussi que vous devez prendre absolument en compte, c'est l'ergonomie du sac.
Au début j'étais même choqué, je pensais que j'oubliais du matériel à chaque fois. En réalité, quand on met sur le dos, boum, il épouse vraiment ma forme du dos. En tout cas la mienne, encore une fois, il faut vraiment vous voir en fonction de vos besoins. Je l'ai magasiné sur internet, je l'ai ensuite essayé en boutique et c'est à ce moment-là que j'ai vraiment choisi de l'acheter. Ce qu'il faut retenir surtout ici, c'est qu'un sac peut devenir votre meilleur assistant dans la réalisation de vos vidéos et ne surtout pas négliger son utilité. Il vous apportera un confort pratique mais aussi un confort psychologique car chaque chose que vous avez dans votre sac a une place et pourra donc être récupérée en quelques secondes. Pour le numéro 6, on arrête pour tout ce qui est matériel de captation et de tournage. Et je préfère aussi vous le dire tout de suite, il y aura un numéro 7 bonus. Le numéro 6, c'est donc le logiciel de montage. Là, je vais être catégorique. Si vous mettez tout en place pour faire de beaux plans et réaliser de belles captations, ce serait vraiment très dommage de gâcher la réalisation ensuite de votre vidéo avec un logiciel qui ne vous permettrait justement pas de sublimer vos prises de vue. Le montage, c'est comme le premier coup de pinceau d'un peintre sur sa toile. Avant ça, tout est dans votre tête et c'est seulement à cette étape que la vidéo va commencer à prendre forme, que vos idées vont commencer à prendre forme et que finalement, vous commencerez enfin à raconter votre histoire. De mon expérience, je vous conseille aujourd'hui d'utiliser Adobe Premiere Pro. Alors c'est vraiment un choix personnel parce que j'utilise la suite Adobe depuis 10 ans dans mon ancien métier de designer et de graphiste. Et j'ai ouï dire que Final Cut Pro 10 marchait à peu près de la même manière. Donc si vous êtes sur Mac, n'hésitez pas à vous tourner vers Final Cut. Si vous êtes sur PC, je vous conseille vraiment de vous tourner vers Adobe Premiere Pro. Ce logiciel vous permettra de réaliser absolument tout ce que vous souhaitez. Ce qu'il faut retenir ici, et vraiment encore une fois ce n'est que mon conseil de par mon expérience, c'est de ne pas vous raccrocher à des logiciels bas de gamme. Aujourd'hui Adobe il propose des licences mensuelles qui sont vraiment à des prix très corrects. Encore une fois, c'est selon vos besoins. Si vous avez prévu de réaliser, je sais pas, 2, 3, 4, 5 vidéos par mois, je pense que opter pour une licence, ça peut vraiment être intéressant. Par contre, si vous faites une vidéo par trimestre ou une vidéo juste pendant vos vacances, vous pouvez très bien continuer à travailler sur des logiciels open source ou gratuits, mais vous aurez moins de possibilités. Comme je vous l'ai dit précédemment, je vais ajouter un numéro 7 en bonus et je vais vous expliquer pourquoi je ne l'ai pas mis dans les essentiels. Le numéro 7, c'est donc le drone. Pour ma part, j'ai longtemps repoussé l'achat et l'utilisation d'un drone et ce pour plusieurs raisons. La première raison, elle est vraiment personnelle. Comme j'étais dans une reconversion, je ne voulais absolument pas me reposer sur l'effet waouh du plan en drone. Le plan aérien, il est extrêmement séduisant pour l'œil humain parce qu'on n'y est pas habitué, ce n'est pas naturel. Et surtout parce que ça donne à voir des paysages d'une manière qu'on ne pourrait absolument pas voir autrement. Si ce n'est utiliser un avion, un ULM, un hélicoptère. Ça en fait donc des plans très spectaculaires qui apportent une dimension cinématographique à votre vidéo et clairement c'est un vrai plus. Mais pour ma part, je voulais à tout prix construire mon regard vidéo sans ça, sans cette facilité justement pour éviter par la suite d'en abuser. Ça a été très dur au début, vraiment j'étais frustré. Mais avec le recul, je suis vraiment convaincu que c'était la meilleure chose à faire. Ça m'a permis de développer d'autres choses, de trouver des solutions, de développer une manière de filmer bien à moi. Ça m'a permis aussi de développer une façon de filmer qui simule justement des plans en drone. Aujourd'hui, j'adore tourner des plans en drone. Ça vient vraiment soutenir le propos des plans qui sont tournés au sol. Et faut pas se leurrer, aujourd'hui c'est devenu un indispensable de la vidéo de voyage. C'est demandé à chaque fois par tous les clients. La deuxième raison qui m'a empêché au début d'acheter un drone, c'est que c'est une terrible nuisance sonore. Je déteste le bruit d'un drone. Nadia et moi, on est fanatiques de nature. On adore la randonnée, on aime les animaux par-dessus tout. Et croyez-moi, lancer un drone en pleine nature, c'est tout sauf anodin. Alors imaginez quand il y a du monde autour de vous, etc. C'est pourquoi même si aujourd'hui je l'utilise pour quasiment chaque vidéo et que je suis moi-même un grand fan des plans séquences en drone, je l'utilise toujours avec parcimonie et avec retenue, prenant en compte toujours l'environnement dans lequel je suis. S'il y a des gens que ça pourrait potentiellement gêner, je vais leur demander si ça les dérange pas que je fasse démarrer le drone pour faire des vues, etc. Et à partir de là, seulement je lance le drone. Pour des raisons pratiques, j'ai opté pour le Mavic Air de chez DJI. Déjà d'une pour sa compacité, parce qu'encore une fois, nous sommes nomades, on se déplace souvent, on vit soit dans des petits endroits, soit dans des vannes, soit bientôt dans un bus. Donc il faut vraiment que les choses qu'on possède prennent le moins de place possible. Et la deuxième raison du choix du Mavic Air, il n'est pas trop compliqué, il n'y a pas trop d'options. Vous pourrez très rapidement vous amuser et avec un peu d'entraînement, vous pourrez avoir très facilement de très beaux plans séquences, des dronies, etc. Je vais terminer là-dessus en vous énonçant quand même deux défauts que j'ai trouvés sur le Mavic Air. C'est la prise au vent. Il faut vraiment que les conditions soient optimales. Dès qu'il y a un petit peu de vent, la nacelle elle est vraiment malmenée. Vous aurez très facilement des sauts dans votre image et vous perdrez le contact avec le drone. Et le deuxième problème qu'on a nous-mêmes expérimenté cet hiver, c'est la température. Passer moins 10 degrés, oubliez de l'utiliser. Je l'ai moi-même utilisé pour un drone au lever du soleil sur le lac à côté de chez nous. Il faisait moins 30 degrés. J'ai perdu le contact avec le drone au bout de 3 minutes. Le drone a donc décidé de se poser à l'endroit où il est tombé en panne. Heureusement, l'application DJI a ça de vraiment performant. Elle repère la position quasi exacte du drone au moment du crash. Et ça, c'est un plus qui est vraiment sécurisant. Voilà les amis, c'est donc fini pour ce focus sur les 6 choses qui ont pour moi été essentielles dans ma reconversion vers la vidéo. N'hésitez surtout pas à me dire dans les commentaires si mon approche, qui est donc liée directement à mon expérience et volontairement peu technique, a pu vous aider ou vous éclairer sur un ou différents points. Je finirai cette fois-ci par vous dire que l'important dans tout ça, c'est de lâcher prise, d'oser, d'avoir confiance en vous et de vous lancer pour réaliser vos premières vidéos. Car l'important dans tout ça, ce sont vos idées et ce serait vraiment dommage de ne pas en faire profiter les autres. Si tu as aimé cette vidéo, n'hésite surtout pas à mettre un like
juste en dessous, à t'abonner à notre chaîne YouTube et à nous suivre sur les réseaux sociaux pour suivre notre aventure au quotidien. Et si ce n'est pas déjà fait, fonce voir l'épisode précédent.